Salut les geekettes et salut les geeks, bienvenue dans 100% avec aujourd'hui la critique de Hyrule Warriors, Crunch Time et dans Metal Missile et Plastic Gun, ce sera la suite des jouets Starcom. Et tout ça, après les news. Malgré sa présence aux derniers E3 et Japan Expo, nous n'avions pas encore eu la chance de pouvoir nous essayer au prochain et tant attendu Super Smash Bros. For 3DS, la faute aux interminables files d'attente menant aux bornes de démonstration. C'est donc à quelques semaines de la sortie du titre développé par Bandai Namco et chapeauté par le papa de la série, Sakurai Masahiro, que Nintendo nous a invités à une session de jeu. Et comme d'habitude avec les jeux de Sakurai, les précédents Smash Bros et Kid Icarus Uprising en tête, la générosité et la profusion de bonus, personnages et modes de jeu sont de mise. On ne va pas s'attarder sur l'impressionnant roster de 36 personnages, plus les Mi dévoilés jusqu'alors, mais sur les différents modes de jeu. On trouve tout d'abord la partie Smash, où les joueurs pourront s'affronter en solo contre des IA ou en multi dans des arènes dynamiques, avec des règles customisables à loisir, une tradition dans la série. Pour rester dans la tradition, les joueurs retrouveront les modes classiques All-Star, Multiman et Stadium dans la section Games & More. Si All-Star, Multiman et Stadium restent inchangés, le mode classique, uniquement jouable en solo, a subi une petite refonte. Le joueur devra toujours enchaîner une série de combats pour finir avec un affrontement contre la ou les créamins. Mais la première nouveauté vient du fait qu'il est maintenant possible, après chaque combat, de choisir entre 3 routes correspondant aux séries de jeux d'où proviennent les différents personnages. La seconde est que le joueur peut maintenant décider d'augmenter ou de diminuer la difficulté de son parcours, à la manière de Kid Icarus Uprising, ce qui fera varier le nombre d'affrontements ainsi que la valeur des bonus accumulés après chaque victoire. Pour finir avec les modes de jeu, on constate avec tristesse la disparition du mode émissaire subspatial, la partie aventure ponctuée de superbes cinématiques qui était la grosse attraction de la version Brawl. Cependant, il a été remplacé par le Smash Run. Jouable jusqu'à 4, ce mode se compose de 2 phases distinctes. Une première, où les joueurs évoluent durant 5 minutes dans un vaste environnement sans pouvoir se rencontrer. Ils y affrontent de nombreux ennemis qui, une fois vaincus, laissent derrière eux des upgrades à récupérer pour améliorer leurs statistiques de saut, de vitesse, de force, etc. Une fois les 5 minutes écoulées, les combattants se retrouvent enfin pour s'affronter dans différentes épreuves avec leurs personnages dotés de nouvelles statistiques. Un mode assez original qui redistribue les cartes à chaque affrontement. Ces premières heures de jeu sur ce Super Smash Bros. For 3DS furent des plus enthousiasmantes. Déjà parce que l'on sait que l'on passera de nombreuses heures dessus, vu la quantité de personnages et modes de jeu à explorer afin de débloquer tous les trophées et bonus à récolter. Ensuite, parce que les sensations de jeu sont extrêmement plaisantes. Si le gameplay est fidèle à celui des précédents épisodes, avec une inertie à mi-chemin entre la nervosité de Melee et le léger flottement lunaire de Brawl, il nous a tout de même fallu quelques minutes pour nous adapter au jeu sur la portable de Nintendo. D'autant plus que la petitesse de l'écran nuit un peu à la lisibilité de l'action. Une 3DS XL est donc plus que conseillée pour un confort optimal. Si l'on peut se faire déjà un premier avis, la bête en a encore sous le coude pour nous surprendre le 3 octobre prochain entre les personnages encore non dévoilés ainsi que quelques fonctionnalités qui n'étaient pas encore disponibles. Comme le Street Pass ou la connexion entre les versions 3DS et Wii U avec laquelle il sera possible d'échanger des personnages customisés ou même d'utiliser la 3DS comme un pad supplémentaire pour la Wii U. Dire que l'on est impatient d'avoir en main la version définitive de Super Smash Bros. For 3DS est un euphémisme. Mais on attend encore plus une date de sortie de la version Wii U pour avoir l'expérience complète de ce Super Smash Bros. Couplée avec la sortie prochaine des Amiibo dont les fonctionnalités restent encore un peu mystérieuses. Here we are on the road together, racing time. Une petite news rapide maintenant pour parler de la sortie très prochaine de Forza Horizon 2 qui s'annonce à travers un trailer visuellement très réussi. Pour rappel, le jeu devrait proposer plus de 200 voitures dans des environnements ouverts, soumis au cycle jour-nuit et aux intempéries. Prévu pour début octobre en France, le jeu disposera également des fonctionnalités en ligne de rigueur, à savoir une expérience multi qui s'intègre au solo sans passer par un salon quelconque. Pour savoir ce que vaut le studio derrière ce Forza, on vous invite à jeter un œil à la critique du tout premier Horizon sur le service online de la chaîne et on vous reparlera de toute manière de Horizon 2 à l'occasion de sa sortie très prochaine chez nous. Sorti en catimini courant août, après avoir brillé lors de différents salons depuis 2013, Metrico propose de plonger dans le monde fascinant des statistiques et de l'infographie. Pourquoi ? Parce que tous ceux qui ont déjà eu un vrai travail le savent. Il y a une vraie beauté dans un camembert savamment conçu ou dans des graphes hautement pertinents. Il y a une vraie beauté dans la statistique brute également que la fameuse mode récente du Big Data ne viendra pas nier. Et Metrico nous propose donc de mélanger un peu tout ça en nous laissant aux commandes d'un personnage générique perdu dans un monde abstrait. Un monde rempli de ces camemberts et de ces graphes qui font office de plateforme et qui évoluent en fonction des actions entreprises par le joueur. Tel monticule va s'élever au fur et à mesure que le personnage se déplace vers la droite, tel pont va s'étendre en même temps que l'on penche la PS Vita vers la droite et ainsi de suite.
Si tout cela est très beau, c'est surtout dans la manière qu'il a de nous faire jouer que Metrico se distingue. On se retrouve à sauter sur place pour faire bouger une plateforme, tout en penchant la console n'importe comment pour en bloquer une autre. Finalement, on fait souvent tout capoter en faisant un simple pas vers la droite ou en commettant l'erreur du saut de trop. Les jeux de plateforme exigeants nous forcent régulièrement à prêter attention aux moindres gestes. Il est plus rare qu'ils se basent entièrement sur ceux-ci et que les niveaux évoluent en fonction comme le fait Metrico. S'il n'est pas aidé par ces quelques ralentissements fâcheux, ni ne brille par une durée de vie exceptionnelle, le titre de Digital Dreams reste une expérience assez particulière pour mériter l'attention des plus curieux. C'est un sale jour pour la baston quand JoJo's Bizarre Adventure HD disparaît du Xbox Live et du PSN européen, quelques temps après avoir déserté leurs homologues japonais. Comme ce fut le cas lors de la désertion aussi soudaine d'Ultimate Marvel vs Capcom 3 en fin d'année dernière, le jeu en ligne pour les possesseurs du titre ne devrait pas être affecté. Mais si vous comptiez acheter JoJo's Bizarre Adventure HD, vous pouvez donc abandonner l'idée. Qu'à cela ne tienne, vous pourrez vous rabattre sur KOF 98 UMFE et KOF 2002 UM, officiellement annoncés sur Steam d'ici la fin de l'année par SNK Playmore. Rien n'est sûr pour le moment, mais il y a fort à parier que les deux titres seront uniquement disponibles pour Windows, comme c'est actuellement le cas du 13e volet. Et si ces suites de lettres et de chiffres ne vous disent rien, sachez qu'elles cachent The King of Fighters 98 Ultimate Match Final Edition et The King of Fighters 2002 Unlimited Match, soit deux titres très longs pour ceux des meilleurs épisodes de la célèbre série d'SNK. Preuve s'il en fallait que la baston reste juste en toutes circonstances, quand elle prend, c'est pour donner derrière. Alors là, avec la critique d'aujourd'hui, je crois qu'on va se lancer dans le bizarre. Parce qu'avec Hyrule Warriors, c'est quand même un hack and slash façon Dynasty Warriors, se passant dans l'univers de The Legend of Zelda. Alors Zelda, bon, on connaît généralement, c'est petit, c'est mignon, c'est coloré. Dynasty Warriors, c'est coloré aussi. Mais c'est plutôt généralement un gars avec, je sais pas, une arme blanche, une épée, une matraque, une batte de baseball, une courgette, n'importe quelle arme de destruction massive pouvant se tenir à une voire deux mains, et qui doit éradiquer des hordes de féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras pour égorger nos fils dans nos campagnes. Et ça, on ne peut pas laisser faire ça. Surtout dans l'univers de The Legend of Zelda, parce qu'on les connaît, les hordes, et ils vont venir égorger la princesse. Alors moi je dis, il faut marcher. Marcher, former des bataillons de 1, et puis bon, on les éparpille façon puzzle au quatre coins d'Hyrule. Dans la catégorie des partenariats gagnant-gagnant, sur le papier, Hyrule Warriors se pose là. Après Zelda d'un côté et la licence Musou de l'autre, il fait partie de ces jeux capables, pour des raisons totalement différentes, de toucher une audience mondiale. Il faut savoir en effet que la popularité de Zelda décline au Japon. En s'adossant au pilier de Koei Tecmo, Nintendo compte probablement lui redonner un coup de fouet et écouler plus facilement ses jeux. A l'inverse, en Occident, les dynasties et autres Samurai Warriors ne touchent qu'une niche, et c'est en misant sur l'aura de Zelda que les deux associés d'un jour tentent de vendre du beat'em all massif. En théorie, l'idée d'un Hyrule Warriors est franchement maligne. Mais en attendant de voir si les ventes suivent, ce qui semble ne pas être le cas au Japon, voyons déjà si la qualité est là. Hyrule Warriors débute comme dans beaucoup de Zelda, à savoir avec un royaume d'Hyrule sur le point d'être envahi par les forces maléfiques. Link, simple soldat, se révèle rapidement être l'élu dont on vante les mérites dans les légendes et blablabla. Bref, vous connaissez la chanson. La responsable de tout ce bordel ce coup-ci n'est autre que Sia, une pulpeuse sorcière créée pour les besoins du jeu. Celle-ci ouvrira très vite des portails dimensionnels, lesquels mèneront vers les univers d'Ocarina of Time, de Twilight Princess et de Skyward Sword. Une pirouette scénaristique facile, mais qui permet de brasser large niveau cast et décor. En plus de Link, Zelda ou Sheik, on retrouvera aussi Impa, Midona, Faye ou encore Darunia. On pourra aussi compter un personnage inédit en la personne de Lana, une magicienne qui semble avoir un passé en commun avec notre méchante sorcière. En baptisant son jeu Hyrule Warriors en Occident, Nintendo annonce la couleur et ne prend personne en traître.
En effet, s'il ne porte pas la mention Zelda, c'est parce qu'en termes de gameplay, il n'a rien dans Zelda. Ceux qui s'imaginaient déambuler dans des donjons tortueux et résoudre des énigmes d'un coup de boomerang peuvent oublier. Hyrule Warriors n'a pas cette vocation et penche clairement du côté Musou, du côté Dynasty Warriors. Il consiste donc essentiellement en un beat'em all massif où les ennemis attendent sagement de se faire faucher. Le lien avec la série de Koei Tecmo est tellement fort que son concept est repris tel quel. Contrairement à ce qu'ont pu proposer d'autres crossovers comme Hokuto Musou ou le premier One Piece Pirate Warriors. On retrouve en effet le même système d'objectifs dynamiques avec ses maps ouvertes, ses bases à conquérir, ses généraux à abattre ou encore ses partenaires et son QG à protéger. Évidemment, la solution pour venir à bout de tout ça repose principalement sur 2 touches, à savoir Y et X, celles qui servent à sortir les combos. Néanmoins, le jeu a beau être bourrin, le fait d'être amené à changer de cible en pleine action et à traverser toute la map pour éviter l'échec apporte une bonne dose d'adrénaline. Pile ce qu'il faut en fait pour que la tension reste présente et que l'on ne décroche pas de ces missions qui dépassent régulièrement la demi-heure de jeu. Pour conserver notre attention, Hyrule Warriors mise aussi sur le fanservice. Entre la jauge de vie qui prend la forme de petits cœurs, les herbes à couper, les pots à casser, les rubis à ramasser, le cérémoniel de l'ouverture des coffres, les flacons pour transporter des potions ou encore les quarts de cœur, le jeu multiplie les clins d'œil complices. Toutes ces références font plaisir à voir, mais c'est surtout quand elles sont directement intégrées au gameplay qu'elles prennent le plus de sens. On pense notamment aux missiles teigneux qu'il faut escorter ou bien abattre, à la jauge de magie qui se remplit en ramassant des fioles et qui permet de déclencher un mode berserk avec coup spécial à la clé. Mais aussi et surtout aux items spéciaux qui servent à mettre en évidence le point faible des boss, comme les bombes à faire avaler au roi d'Odongo, les flèches à planter dans l'œil de Goma ou le grappin qui permet de traîner un ennemi volant à terre. On sent que les développeurs savent comment caresser les fans dans le sens du poil. Et c'est justement parce que la formule fonctionne plutôt bien que l'on regrette le manque de variété et le recyclage auquel s'adonne le jeu. Le bestiaire tourne en effet très vite en rond et les situations tendent souvent à se ressembler. Cela dit, Hyrule Warriors ne bâcle pas ses mécaniques et ne lésine pas sur son contenu pour satisfaire les joueurs les plus motivés. Il compte en effet des modes de difficulté élevés, des badges à crafter pour débloquer bonus et combos, un système de fusion d'armes ainsi que des Skulltula cachés permettant d'obtenir des morceaux d'illustration. Et si le mode libre qui consiste à reprendre des missions du mode principal sans restriction de personnages n'est pas spécialement motivant, il n'en va pas de même pour le mode aventure. Celui-ci constitue en effet le seul moyen de débloquer certaines armes et certains personnages. Pour cela, il faut explorer une carte inspirée du premier Zelda sur NES et remplir les missions qui correspondent à chacune des cases qui la composent. Ces missions, souvent originales et plus courtes que celles que l'on trouve dans le mode histoire, demandent par exemple de tuer un certain nombre d'ennemis dans le temps imparti ou encore de répondre à un quiz en abattant les monstres désignés. En fonction du rang obtenu, le jeu permet alors de poursuivre sur certaines cases verrouillées et donne accès ou non à des items d'exploration, type bombe, boussole ou bougie. Ces derniers devront être utilisés par la suite sur des endroits précis de la carte afin de débloquer les récompenses les plus rares. Bref, le mode est plutôt bien fichu et permet d'étendre confortablement la durée de vie. Chez nous, les Musou comptent beaucoup plus de détracteurs que d'adorateurs et ce n'est pas Hyrule Warriors qui changera la donne. Nintendo a beau avoir supervisé le projet et apporté son aide sur les finitions, le jeu reste fidèle à ses origines, avec tout ce que cela implique en termes de qualité et de défauts. On se retrouve donc d'un côté avec un beat'em all massif, agréable à prendre en main, plutôt fun et prenant. Et de l'autre avec un jeu à l'action répétitive et en apparence un brin trop simpliste pour satisfaire la majorité des joueurs. Objectivement, il se situe dans la lignée de ce que Koei et Omega Force ont l'habitude de nous proposer. Maintenant, il faut lui reconnaître un vrai atout. Celui d'avoir réussi à intégrer le background Zelda avec intelligence et efficacité. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais retrouver Link, Zelda et toute la clique dans une pareille configuration a quelque chose de jouissif, surtout à deux, avec un joueur sur le gamepad et l'autre sur la télé. Alors non, Hyrule Warriors ne va clairement pas réconcilier les Musou avec ses réfractaires, ceux qui sont véritablement allergiques au concept. Mais oui, il s'envisage complètement quand on aime Zelda et qu'on n'a rien contre les beat'em all massifs.
Et c'est d'autant plus vrai qu'il affiche une technique solide à défaut d'être brillante, avec un framerate correct et des ralentissements quasi absents. Dans la famille Musso, c'est suffisamment rare pour être souligné. Hyrule Warriors, pourquoi pas, moi je dis. Et puisqu'on est dans le curieux, pourquoi ne pas continuer dans l'étrange? En effet, afin de devancer la volonté gouvernementale de favoriser l'enseignement du codage à l'école, Julien Pirou, lui, s'est lancé dans le bodybuilding afin de prouver que le codage n'est pas réservé aux enfants et aux malingres à lunettes. Et oui. Et ainsi, nanti de ses toutes nouvelles tablettes de chocolat, il vient nous présenter Crunch Time, une émission où même si l'on ne rit pas tout le temps, on est soufflé par tout ce qu'on apprend. Bienvenue dans Crunch Time. Cette nouvelle émission bimensuelle sur No Life est dédiée au développement de jeux vidéo, et plus spécifiquement au champ lexical du développement. Qu'il s'agisse de définir un métier ou d'expliquer un terme technique, grâce à Crunch Time, les mots du développement de jeux vidéo n'auront plus de secret pour vous. Et pour ce premier épisode de Crunch Time, expliquons justement ce qu'est le Crunch Time. To crunch, en anglais, c'est croquer ou mâcher bruyamment. L'expression est aussi employée au sens figuré. On crunch lorsqu'on fournit beaucoup d'efforts et d'énergie pour venir à bout de quelque chose. Une expression équivalente en français serait mettre les bouchées doubles. Pendant un développement de jeu vidéo, on parle de crunch time pour désigner une période d'effort intense, le plus souvent dans le but de finir certaines tâches avant une date butoir. C'est une période difficile, caractérisée par des nuits blanches et des week-ends passés à travailler d'arrache-pied, des pizzas congelées et des sacs de couchage. Dans certains cas, le crunch peut avoir des conséquences dramatiques, par exemple en causant l'épuisement physique et mental des développeurs. Sans compter que dans beaucoup de sociétés, ces heures supplémentaires sont au mieux mal rémunérées, au pire non reconnues. En tant que milieu professionnel, le jeu vidéo a encore des progrès à faire. Évidemment, plus le jeu vidéo se professionnalise, plus les développeurs essaient de limiter au maximum les périodes de crunch. Malheureusement, celles-ci sont encore fréquentes, en particulier dans les mois et semaines qui précèdent la sortie du jeu, afin de tenir les délais. Lorsqu'un studio de développement connaît des périodes de crunch très fréquentes, cela trahit souvent un manque d'organisation et de planification, ainsi que des erreurs d'estimation de la charge de travail. Mais encore aujourd'hui, même les développeurs les plus sérieux et expérimentés ont du mal à échapper totalement au crunch time. Eh bien, merci beaucoup Julien. Grâce à toi, No Life se retrouve enfin pourvu d'un deuxième Apollon bien décidé à couper l'herbe sous le pied des enfants. Bouh, les vilains enfants. Et oui, Jean-Marc, dans Metal Missile et Plastic Gun, il passe son temps à nous expliquer que les jouets, c'est pas fait pour les enfants. Un Shadow Bat, vous le laisseriez entre les mains d'un enfant? Non, moi non plus. Et Jean-Marc encore moins. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Metal Missile and Plastic Gun. Aujourd'hui, la suite du petit arc Starcom. Dernièrement, nous avons vu le Shadow Raider. Aujourd'hui, nous allons voir le fantastique combo du Shadow Bat, de deux Shadow Parasite et puis du Shadow Invader. Je pense l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur jouet de toute la gamme Starcom, et ceux qui l'ont possédé ou qui le possèdent abonderont dans mon sens, je crois, c'est le Shadow Bat, qui est vraiment un jouet mais magnifique. Alors un des avantages de Starcom, c'est que les boîtes étaient dotées enfin pas de décalcomanie, mais d'autocollants du genre No Step, Danger, tous ces autocollants qui sont très aviation réelle d'ailleurs, donc qui donnent justement un cachet de réalité aux jouets. Dans un premier temps, on voit bien sûr les cockpits, voilà, qui s'ouvrent sur le touch d'un bouton comme d'habitude. Voilà, ils sont ouverts tous les deux.
Alors ici, un petit détail qui mérite d'être signalé, c'est que apparemment vous avez le navigateur qui donc est assis dans le sens de progression de l'appareil. Enfin, le pilote plus précisément, excusez-moi, et le navigateur et le gunner, c'est-à-dire celui qui doit gérer sûrement l'ensemble des armes du bâtiment qui est adossé au pilote. Donc c'est superbe, ça ajoute de la personnalité à l'ensemble. Voilà, donc vous pouvez le constater, il a ce qu'il faut pour faire la guerre. Des canons laser qui ont un fort range de déplacement pour pouvoir détruire l'ennemi sous le plus d'angles possible. Je parlais tout à l'heure du navigateur et du gunner. Donc là, je pense que vous pouvez le voir, il y a une flèche avec marqué Danger parce que en appuyant ici, vous pouvez sortir un plus gros canon pour l'ingénu qui se dirait mais je vais attaquer par derrière, c'est plus facile. Eh bien non, tu attaques par derrière, tu te fais plomber comme par devant, c'est tout. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc voilà, mais ça ne s'arrête pas là, je dirais même plus que ça continue. Ça continue parce que le Shadowbat est équipé, enfin en tout cas est fait pour recevoir 2 Shadow Parasites. Ah, le Shadow Parasites, alors là aussi les possesseurs savent de quoi je parle. Un ravissement inégalé et qui jusqu'ici ne s'arrête jamais. Donc, le Shadow Parasite, voilà, en voici un. La forme est géniale parce que simplissime et aérienne par nature puisque c'est un triangle, donc un nez, le reste de la voilure, c'est la base de l'avion, c'est la base de l'aviation, donc c'est vraiment superbe. De nouveau, le gimmick du Power Deploy entre en action, et c'est vraiment ça qu'on aime chez Starcom, donc j'appuie dessus, et comme vous pouvez, je crois, le constater à l'antenne, à l'image plutôt, eh bien le Power Deploy déploie l'appareil. Donc vous voyez ici que la voilure est modifiée, elle est plus grande. Les boosters, le moteur sort vers l'arrière, donc sûrement pour donner encore une plus grande puissance de déplacement. Et puis, bien sûr, les lasers sont libérés, donc vous pouvez les allonger ainsi à la main. Et là, vous obtenez le Shadow Parasite dans sa configuration vraiment agressive de combat. Vraiment une super belle bête. Et bon, comme pour le Star Command, si vous décidez de vous en procurer, bien sûr, je vous conseille de vous en procurer 2, puisque le Shadowbat est fait pour porter 2 ailiers, c'est-à-dire 2 Shadow Parasites. Maintenant, passons à la suite, parce que the best is yet to come, comme on dit, c'est-à-dire que le meilleur reste encore à venir. Et le meilleur, c'est ça. Parce que le Shadowbat, lui aussi, est équipé d'un dispositif Power Deploy, et oui. Donc une fois le combat aérien mené, le Shadowbat peut poursuivre ses visées guerrières en atterrissant sur le territoire ennemi pour lâcher le Shadow Invader. Et oui. Voyons. Et voilà, le Shadow Invader précédemment nommé. Donc personnellement, je trouve que les gimmicks regroupés dans le Shadowbat sont vraiment extraordinaires parce que représentatifs de l'idée du jouet dans les années 80, c'est-à-dire un jouet, c'est vivant et ça fait quelque chose, ça a un gadget, une caractéristique que d'autres n'ont pas. Et là, je crois que en la matière, on a rarement fait mieux, quoi. Maintenant, nous allons faire un petit détail du Shadow Invader lui-même, donc nous voyons ici dans sa version compacte. Alors c'est très très bien parce que sous cette forme, il peut servir de cargo pour d'autres véhicules Starcom, notamment le Shadow Blast Track. Mais ce n'est pas sa forme définitive, on peut aussi parfaitement le déployer. Donc, comme suit, hop, vous déployez manuellement les roues. La roue arrière, déployer le train arrière a pour effet de déployer le canon que vous allongez. Voilà. Vous avez aussi des petits canons à l'avant, histoire que le pilote ne soit pas entièrement désarmé. Et toujours pareil, si vous possédez du trooper, vous pouvez en mettre un ici, mais plus intelligemment ici, qui sert le canon arrière. Voilà pour le Shadow Invader, voilà pour un trooper qui a apporté sa contribution à plein d'opérations. Et puis donc le magnifique Shadowbat, accompagné de 2 Shadow Parasites. Voilà, si vous pouvez acquérir ce combo, parce que je pense qu'on peut utiliser ce mot en parlant de ces 4 jouets, vous avez la quintessence de Starcom, c'est-à-dire la quintessence du Magna Lock et puis du Power Deploy.
Tout est bien regroupé. À peu près il y a énormément de plaques sur le Shadow Bat, donc ici. Bien sûr, les plaques qui retiennent les Shadow Parasites sont aimantées, puisque vous voyez, je referme mon Shadow Parasite, je le mets dessus. Ah, attendez, j'ai oublié de fermer les canons. Autant pour moi, comme disent les militaires. Voilà. Et ensuite, vous pouvez parfaitement retourner le Shadow Bat, et le Shadow Parasite reste dessus. Donc voilà, Starcom 9 SED, tout ce qu'on aime, dans du jouet, de l'interactivité, de superbes design et des applications militaires. Moi, je suis content. Voilà pour cette partie supplémentaire de Starcom. Ce n'est pas fini. N'oubliez pas, les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux et glorieux pour être confiés aux enfants. Mais il est grand temps à présent de retrouver notre Non. Mais si, quand même, il y avait une autre rubrique avant la saison dernière. Non. Bon, 100% c'est fini. Ok, des bisous. Ok. Eh bien, mes bien chères geekettes, mes bien chers geeks, puisque 100% se termine, il ne me reste plus qu'à vous faire des gros bisous. Des gros bisous à toutes les geekettes. Des gros bisous à tous les geeks. Des gros bisous. La casa va s'assaisonner.